Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Press, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font l'actualité littéraire en France, une émission produite par l'Université Ohio State et son centre d'excellence. Alors aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de nous entretenir avec Patrick Autréau qui vient nous présenter son dernier ouvrage publié aux éditions Verdier, La Sainte de la Famille. Pour cette conversation, nous sommes rejoints par Mathilde Robert, étudiante en master d'études françaises et francophones à l'Université Ohio State. Bonjour Patrick Autréau. Bonjour Benjamin, bonjour Mathilde. Alors Patrick Autréau, vous êtes un écrivain français naturalisé américain. Parallèlement à des études de médecine et d'anthropologie, vous avez écrit de la poésie et des critiques d'art également. Après avoir pratiqué la psychiatrie d'urgence en milieu hospitalier et collaboré également à plusieurs catalogues d'art abstrait, vous avez décidé de vous consacrer pleinement à l'écriture. Depuis 2009, vous publiez des récits et notamment un triptyque sur l'expérience de la maladie, Dans la vallée des larmes et soigné aux éditions Gallimard et Se survivre aux éditions Verdier. Vous êtes également l'auteur de romans tels que Le dedans des choses et Les irréguliers chez Gallimard et d'une œuvre théâtrale chez Verdier, Le grand vivant, qui a été créé au Festival d'Avignon en 2015. Vous avez été lauréat de la Villa Yourcenar du Centre national du livre en 2010 et 2017 et entre 2018 et 2019, vous avez été en résidence à l'Université de Boston où vous avez donné un séminaire intitulé Through a Writer's Eye. Votre dernier récit, La Sainte de la Famille, est paru chez Verdier en janvier 2023 et c'est de ce texte dont nous allons donc discuter aujourd'hui. Alors Thérèse de Lisieux est donc cette sainte de la famille dont il est question dans votre texte. Thérèse de Lisieux est née en 1873 et elle est décédée à l'âge de 24 ans en 1897. Déclarée sainte et docteur de l'Église, il s'agit de l'une des plus grandes mystiques du XIXe siècle et si elle est demeurée inconnue de son vivant, sa renommée toutefois est devenue mondiale après la parution posthume de son œuvre autobiographique Histoire d'une âme, œuvre publiée à plus de 500 millions d'exemplaires, qui s'est trouvée notamment à l'origine de très nombreuses vocations religieuses. Alors pour nos spectateurs qui n'ont peut-être pas eu encore l'occasion de se plonger dans votre texte, pourriez-vous revenir s'il vous plaît sur le rôle joué par Thérèse de Lisieux dans votre itinéraire, à la fois personnel et littéraire, et sur les raisons qui vous ont amené, dans le fil de votre carrière littéraire, à rédiger ce texte, La Sainte de la Famille. Alors Thérèse de Lisieux a une présence assez constante dans ma vie, Euh, non pas comme une sainte envers qui j'aurais eu une dévotion particulière. Moi, je suis pas croyant et j'ai grandi dans une famille qui n'était pas particulièrement croyante, mais il se trouve que ce personnage a été invoqué par une grand-mère qui était ma grand-mère maternelle, qui est morte quand j'étais enfant. Et c'est cet être un peu énigmatique qui est devenu une sorte de présence, de substitution à cette grand-mère. Euh, C'était des éléments un peu épars qui étaient déposés dans ma mémoire d'enfant. Les années ont passé, je suis devenu psychiatre, j'ai commencé à exercer, puis j'ai eu une assez grave maladie. Et dans tout ce contexte, j'ai relu pas mal d'auteurs mystiques et particulièrement certains écrits de Thérèse de Lisieux, parce je savais qu'elle avait été confrontée à une sorte de perte de foi, de ce qu'on a appelé pudiquement une sorte de nuit de la foi ou de nuit obscure, en faisant référence à Jean de la Croix. Et ce phénomène-là était quelque chose que j'éprouvais moi aussi et que je cherchais une sorte euh, de sœur en incroyance, d'une certaine façon. Le hasard a fait que quelqu'un dans l'édition m'a demandé de faire un choix de texte. J'ai immédiatement pensé à Thérèse de Lisieux. Et c'est à partir de cette relecture de Thérèse de Lisieux que j'ai compris à peu près comment j'allais écrire une expérience qui m'avait beaucoup bouleversé, que j'avais faite au moment où je suis tombé moi-même malade. Et c'est un petit peu comme ça
que mon rapport d'adulte à Thérèse de Lisieux s'est transformé et a réorganisé les fragments de souvenirs, les fragments de sens que je pouvais attribuer à ce personnage tout au long des années qui ont suivi et m'ont accompagné. Quelques années ont passé, quelques écrits ont été faits. Et puis, il y a 2 ans, j'ai voulu reprendre un manuscrit que j'avais écrit après avoir fait ce choix de texte, qui était un choix de texte que j'avais fait pour les éditions du Seuil, qui était un texte raté, une sorte de roman biographique de Thérèse de Lisieux que j'avais raté, mais où je sentais qu'il y avait quelque chose en reste, quelque chose de toujours vivant. Il y a dans certains textes ratés quelque chose qui reste toujours vivant et qu'on n'a pas tout à fait réussi à quoi on n'a pas tout à fait réussi à donner forme, mais qui nous hante un peu. Et donc j'ai repris ce texte, et puis reprenant ce texte, j'ai repris la lecture une fois encore des écrits de Thérèse, et là se sont levés un tas de souvenirs, et surtout de non-souvenirs. Et donc j'ai compris que j'allais orienter tout le texte qui était à venir et qui est devenu la Sainte de la Famille autour d'un trou de mémoire, et que sur ce trou de mémoire, ou dans ce trou de mémoire, je ne sais comment le nommer, Thérèse serait une sorte de guide, une sorte de thérapeute. Alors là, évidemment, j'ai beaucoup joué sur les mots. Hein. Thérèse, vous ne l'avez pas signalé, mais elle a été déclarée docteur de l'Église. Une des rares femmes à être déclarée docteur de l'Église. Ce mot, moi, me fait sourire, et donc je l'ai utilisé, perverti d'une certaine façon, pour la transformer en une véritable docteur, une véritable thérapeute qui a pu me guider dans ma plongée dans cette non-mémoire. D'une certaine manière, il y a eu pas mal de textes écrits par des psychanalystes sur Thérèse de Lisieux. On peut penser que Thérèse est une sorte d'analysante vis-à-vis d'elle-même en écrivant ses textes. Et comme on le sait, la plupart des analysants deviennent souvent des psychanalystes. Et donc, c'est un peu cette dimension de la thérapeute que j'ai utilisée et qui a donné progressivement sa structure à ce texte, qui est à la fois un texte biographique, disons d'évocation biographique, et un texte qui rassemble des fragments familiaux, des fragments de souvenirs et de non-souvenirs. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de noter au sujet de ce texte primitif qui était un échec, pour reprendre votre texte. Souvent, derrière une réussite littéraire, un livre qui parvient à son achèvement, il y a précisément un texte qui a été avorté, qui est une espèce d'ancêtre qu'on peut retrouver presque dans l'archéologie du texte qui, lui, est fini. Qu'est-ce qui faisait justement de ce texte primitif un échec, et qu'est-ce que vous avez réussi à changer à ce texte dans l'archéologie du vôtre pour le transcender en réussite littéraire dans la Sainte de la Famille que nous connaissons aujourd'hui? Je pense que ce texte que j'ai mis de côté était un texte qui était resté trop proche d'une évocation biographique, trop proche d'une biographie, et où une grande partie du texte, qui était ce pourquoi je l'avais écrit, je m'étais laissé en dehors de l'écriture et j'avais pas osé m'approprier sa propre vie ou ses propres désillusions, ses propres échecs, et je m'étais laissé un petit peu à la porte d'elle-même. Hein. C'est en acceptant l'idée de mêler, non pas de comparer, mais de mêler et de m'approprier sa propre histoire pour écrire la mienne, que est née petit à petit la Sainte de la Famille. Il est vrai, vous savez, on écrit à tâtons. Moi, j'écris toujours à tâtons. J'ai des intuitions. J'ai souvent l'idée d'un texte
quand je dis l'idée, c'est moins l'idée que la présence très forte d'une sorte de silhouette intérieure qui me fait dire là est la présence d'un livre, et puis ensuite je me mets à le travailler. Quelque chose vient d'un texte qui forcément est d'ailleurs une déception par rapport à cette sorte de fantôme initial qu'on n'a même pas rêvé, qu'on a approché. Mais c'est ce qui en même temps lui donne c'est ce qui lui donne sa vie, et c'est ce qui l'innerve aussi de quelque chose qui n'est pas tout à fait rationnel. Donc c'est un peu à tâtons que j'ai senti que je devais reprendre ce texte là pour aller vers autre chose que j'arrivais pas à discerner. C'est ouvert cet espace familial que je décris dans la scène de la famille, mais aussi c'est ouvert un ensemble autobiographique que j'ai commencé avec ce livre et qui va se poursuivre sur plusieurs volumes que je suis en train de continuer. Donc c'était en même temps une sorte de porte inattendue qui s'ouvrait avec la reprise de ce livre abandonné, et qui me menait vers un projet plus ample que celui d'un seul livre. Alors, il me semble que l'un des procédés littéraires que vous employez dans votre texte, et qui peut-être précisément vous a permis de vous rapprocher autant que possible de cette dernière, consiste à la tutoyer. Page 90, vous écriez par exemple « Tu as bien raison Thérèse, quelle surprise à la fin du monde nous aurons en lisant l'histoire des âmes » ou bien plus loin « J'aime dénicher dans les essais que j'ai lus sur toi ceux qui rapprochent mon enfance de la tienne ». Alors, pouvez-vous revenir pour nous, s'il vous plaît, sur ce procédé du tutoiement? Y avez-vous recours, car vous reconnaissez en elle une forme de sœur spirituelle qui a fait comme vous l'expérience limite de la maladie et du dénuement? Oui, il y a quelque chose de cet ordre. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui tient à la personnalité de Thérèse, hein. C'est quelqu'un qui est réputé, peut-être à tort, parce qu'au fond, elle a une pensée extrêmement complexe, mais qui est réputé par sa simplicité et par une sorte d'esprit d'enfance. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours touché. Et alors que je commençais d'écrire, alors que mon premier texte abandonné était un texte beaucoup plus distant, où je parlais de Thérèse à la troisième personne et jamais je ne la tutoyais, en employant cette fois le jeu, et un jeu qui soit ni autofictionnel, ni véritablement fictionnel, ni complètement autobiographique, mais un jeu tout de même, il me semblait assez naturel euh, de m'adresser à elle tel que je m'adresse à elle dans cette sorte de sphère intérieure dans laquelle je suis en dialogue avec des personnages imaginaires. Donc c'est un procédé littéraire, mais qui est incarné ou qui vient d'une relation profonde de tutoiement avec ces êtres imaginaires qui m'habitent, et Thérèse en particulier. Alors, comme tous les mystiques le savent, la conversion religieuse crée une rupture dans l'existence d'un individu, rupture qui va marquer l'abandon d'une existence ancienne en faveur d'un dévouement corps et âme à la contemplation de la sagesse divine. Votre propre parcours témoigne d'une forme de conversion dont la radicalité fait écho à celle des mystiques, puisque vous avez interrompu l'exercice de la médecine afin de vous consacrer pleinement à l'écriture. Voyez-vous dans la pratique de la littérature un équivalent à la foi religieuse à laquelle se dévouent précisément les mystiques? Et quelle est d'après vous la portée, mais peut-être aussi la limite, d'une telle analogie entre le littéraire et le religieux? Ça, c'est une question bien compliquée. C'est une question bien compliquée. Et surtout qui a évolué pour moi avec le temps. Je pense que j'ai écrit depuis très longtemps. C'est la confrontation à la mort et la certitude de mourir à un moment donné qui a considérablement transformé mon rapport à l'écriture elle-même et aussi, je crois, mon rapport à la littérature.
comme si soudain, dans tout ce que j'avais lu, commençais à distinguer une sorte de forme profonde qui me concerne. Et c'est à partir de là que j'ai écrit. D'une certaine façon, dans le même temps que je découvrais ça, j'avais aussi fait tout un parcours de décroyance. Et toute la sphère mystique, disons, le rapport à la transcendance, le rapport à la religion, s'était érodé en moi. Et probablement une sorte de transfert, d'analogie qui s'est fait, comme si l'énergie que j'investissais dans le désir ou le besoin de croire s'était transformée dans ce désir de croire en la littérature. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, croire en la littérature. Je suis pas sûr que ça veut dire grand-chose, même maintenant. Si ce n'est qu'à un moment donné, vu mon parcours, vu le rapport à la maladie et l'écriture aussi de la maladie bien avant l'écriture de la mystique, une sorte oui, de croyance, de besoin que l'écriture allait forger une sorte de corps qui allait, sinon me survivre, du moins être en dehors de moi et plus intact, moins fragile que le corps malade qui est le mien. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a habité très longtemps, en quoi j'ai cru très longtemps, que écrire allait constituer une sorte de corps psychique en dehors de moi. C'est quelque chose qui s'est effondré à un moment donné. Hein. Je crois que s'il y a une analogie que je peux faire entre la foi en l'écriture et la foi religieuse, c'est l'identité par les doutes et l'identité par les effondrements, l'identité par les failles. Ce livre, la Sainte de la Famille, a aussi été bâti à partir de la fin, c'est-à-dire de cette description d'un effondrement psychique qui me rappelait beaucoup cet effondrement psychique de Thérèse de Lisieux auquel je faisais allusion tout à l'heure. Et partant de là, je crois qu'il y a une véritable analogie qui peut se faire pour moi aujourd'hui entre le rapport de décroyance en une transcendance et un certain rapport de décroyance en la littérature comme espoir d'un salut personnel. Et donc, si je reprends votre question, je dirais que il y a quelques années, j'aurais vu dans mon rapport à la littérature une limite certaine qui était que je crois qu'on n'écrit pas tout à fait vraiment si on ne fait pas l'expérience de l'impuissance de l'écriture. De même qu'en médecine, par exemple, moi qui suis thérapeute, on ne devient docteur qu'à partir du moment où on éprouve l'impuissance de soigner les autres. C'est maintenant dans cet état d'esprit que je me sens. Et il est vrai que je me place moins dans un rapport à la littérature. Moi, je ne suis pas, je suis pas un universitaire, je suis un autodidacte en littérature. J'ai un rapport assez instinctuel à la littérature et à l'écriture, mais je continue d'avancer sur une sorte de chemin qui se fait en écrivant. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu. Comme vous l'avez noté, la question était complexe et la réponse ne pouvait que l'être et peut-être s'approcher d'une réponse plutôt que de l'enfermer de toute façon. Oui, il se trouve, vient de paraître un texte dans la revue Esprit tout récemment sur mon rapport à l'écriture et à la mystique, et en passant par le biais de Pascal. Je pense que
là aussi, on citait Thérèse de Lisieux, mais on peut citer Pascal, c'est-à-dire, et moi, je trouve dans ces grands esprits des analogies dans ces phénomènes de faille, d'effondrement, de foi, de besoin de croire et de décroyance en même temps. Et je crois que là, pour moi, l'écriture, elle se situe là. En tout cas, il a fallu des années avant que je comprenne que c'était peut-être moins la littérature qui m'intéressait que ce parcours spirituel au travers de l'écriture elle-même qui m'importait. Dans Enfance, Nathalie Sarraute adopte le procédé d'un dédoublement intérieur dans le but de faire ressurgir d'un gouffre insondable les souvenirs frémissants d'un lointain passé. Elle va insister beaucoup sur le risque qui consiste à trahir l'exactitude de ses propres souvenirs dans l'effort même pour en faire le récit. Qu'en est-il de votre propre tentative afin de restituer les fragiles souvenirs de votre enfance où se lisent des scènes familiales et notamment des évocations de votre grand-mère? Vous observez à ce propos, je cite, « Ce livre ne sera peut-être jusqu'au bout que la recherche de détails en poussière que je répugne à inventer et dont j'assemble les traces, moins une histoire de famille ou celle d'un secret que ce qui filtre rarement du passé et appartient parfois à la littérature. » Alors comment vous êtes-vous confronté à ce risque inhérent à toute écriture autobiographique qui consiste à trahir le souvenir que l'auteur s'efforce cependant de livrer dans sa vérité la plus rigoureuse? Là encore, je crois que j'ai dû, je pense, contourner ce problème dont j'avais tout à fait conscience en commençant d'écrire, en regardant ce trou de mémoire à partir duquel j'essaye de partir. Ce trou de mémoire, c'est la mémoire traumatique, c'est-à-dire c'est l'éclipse du souvenir par le trauma, probablement la perte de la grand-mère, surtout à un âge, il y a 4-5 ans, où souvent le rapport à la mort n'est pas tout à fait constitué, et puis où la culpabilité inconsciente reste forte, et brusquement, il y a un événement traumatique qui survient dans une famille. Dans la mienne, c'était la mort de cette grand-mère, enfin la maladie et la mort de cette grand-mère, et puis un trou de mémoire, avec une sorte d'énigme. Et donc, je suis parti de l'énigme pour essayer de me tromper le moins possible et d'être le moins piégé possible par les souvenirs que j'avais, dont je ne peux jamais savoir si ce sont des souvenirs qui sont miens, des souvenirs importés par ma famille ou suggérés par ma famille. La seule chose que je savais mienne, ou que je pensais profondément mienne, c'est cette sorte de stérilité affective qui m'envahissait dès que je pensais à ma grand-mère, ou dès que certains flashs souvenirs revenaient de ma grand-mère. Et c'est cette absence d'affect, cette sorte de stérilité affective dont je parle, qui m'a toujours paru énigmatique. Et je crois que je suis parti de là parce qu'il me semblait que c'était la seule véritable chose vraie de ma mémoire, cette sorte d'oubli affectif. Et donc, à partir de là, j'ai pu reprendre les traces de mémoire sans trop y croire, c'est-à-dire en les prenant pour ce qu'elles étaient dans ma mémoire, mais en les mettant en perspective avec la seule vérité qui me semblait juste, qui était justement l'oubli, et l'oubli de l'affect. Et donc, tout ce livre, d'une certaine façon, pourrait tourner autour, ce que j'évoque un tout petit peu à propos du trou, de la fosse, de la mort, etc., mais qui est aussi l'oubli traumatique. Tout le texte tourne autour de cet oubli, de cette stérilité affective. Et même après l'écriture de ce texte, ça n'a pas été un texte, on pourrait dire thérapeutique, s'il n'y a pas eu, comme dans une analyse, une reviviscence de quelque chose qui était profondément enfoui. Au contraire, non, ça n'a rien changé à cet état-là de stérilité affective et d'étonnement devant mon incapacité à aller au-delà de ce mur-là, de ce mur d'absence d'affect.
Euh, voilà, je crois que c'est en partant de là que j'ai pu déjouer. Et donc, d'une certaine façon, j'ai c'est une banalité de le dire, mais c'est forcément une fiction. Des éléments de mémoire dont j'ai aucune, pour lesquels j'ai aucune certitude d'exactitude, et en même temps qui se mêlent au présent, puisqu'au fond, il me semblait nécessaire de rappeler qu'une mémoire, elle est écrite dans un temps présent par une personne qui a une certaine vie derrière lui, et donc qui se met forcément en lien avec des événements de vie qui n'ont rien à voir avec ces éléments de mémoire d'enfance. Donc j'ai pas, contrairement au projet de Nathalie Sarraute, j'ai pas eu le, le le besoin, je pense que ça n'était pas mon projet non plus d'écrire un livre autour de cette enfance, mais plus autour de cette énigme de la stérilité affective et des échos de la vie d'adulte. C'est comme si de cette explosion traumatique ancienne, j'avais voulu plutôt analyser les réminiscences dans mon présent, enfin, ou dans les diverses années qui ont suivi, et au travers d'autres événements traumatiques qui sont survenus, qui n'avaient rien à voir avec ce traumatisme initial. Très bien, merci beaucoup. Alors je vais donner à présent la parole à Mathilde Robert, qui a préparé des questions sur votre ouvrage. Alors, salut aujourd'hui. Pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre à ce moment de votre vie? La rédaction de la Sainte de la Famille est-elle la conséquence d'un fait déterminé qui aurait joué un rôle de déclencheur, ou bien avez-vous mûri ce texte durant de longues années? Bien, je vous dirais les deux à la fois. Ce texte mûrit depuis de longues années, puisque j'évoquais ce texte ancien et puis toutes ces problématiques que j'évoquais de mémoire et de mémoire traumatique, c'est quelque chose dont je suis conscient depuis très longtemps. À quoi j'avais pas forcément pensé de donner une forme littéraire un jour, mais il se trouve, ce qui fait l'objet de la fin de ce livre, qu'il y a eu un épisode d'effondrement psychique et de perte de foi en la littérature, pour le dire un peu bêtement, qui a été à l'origine de l'écriture de ce texte. Parce qu'à ce moment-là, soudain, m'est apparue l'analogie évidente qu'il pouvait y avoir avec Thérèse de Lisieux et la fin de sa vie. Et donc, vous savez, parfois on trébuche sur une petite pierre et puis il y a une grande source qui apparaît. Mais voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Il y a eu ce trou, encore un effondrement, encore une faille, et puis une évidence soudain que c'était le moment, parce que, je l'évoque dans ce livre, c'est une voix, le souvenir, une réminiscence d'une citation qui est venue et qui m'a donné le là d'un texte potentiel, même s'il a fallu des mois ou 1 ou 2 ans ensuite pour le faire, pour l'écrire. Vous avez consacré un triptyque au sujet de la maladie, un triptyque composé de Dans la vallée des larmes, Soigner et se survivre. Pourquoi avez-vous choisi de revenir à cette question dans la Sainte Famille? Que vous restait-il à écrire sur ce sujet que vous n'aviez pas suffisamment exploré dans vos œuvres précédentes? Je crois qu'on n'a jamais fini avec la mort et avec le deuil. Et quand j'ai terminé le triptyque, ce triptyque auquel vous faites allusion, et la voix écrite, qui est un texte où j'essaye de parler de ma démarche, sans plus parler de l'expérience elle-même, mais vraiment de la démarche et de cette intrication entre la démarche d'écriture et puis la maladie. Je croyais avoir fini, vraiment, clos quelque chose. Et puis, je crois que c'est encore une fois, vous savez, j'ai dit quelquefois que, au fond, ce qui m'intéresse très souvent et ce qui est commun probablement à presque tous mes livres, ce sont ces expériences psychiques où le langage devient défaillant,
où on est confronté à ce qu'on appelle à ce qu'on pourrait appeler une sorte d'extinction du langage. Soit un effondrement, soit un traumatisme, soit l'expérience érotique. C'est ce que j'ai écrit dans Pussy Boy, par exemple. Et d'avoir fait cette expérience-là d'effondrement dans cette rue, je crois à lever de nouveau cette confrontation à l'extinction, pour moi, l'extinction du langage qui, dans mon souvenir, est intimement liée à l'expérience de l'annonce de mort dont j'avais fait l'expérience il y avait quelques années. Donc, il y a un effet d'écho. Je pense que c'est comme ces pierres hein, qu'on lance sur la surface d'une eau. Voilà, elles font des ricochets et parfois on ne sait pas bien combien de ricochets elles vont faire. Au cours d'une vie, c'est probablement ce qui se passe avec moi. Je ne sais pas si je vais arrêter d'aborder ce sujet, mais en tout cas, il se mêle aussi à une lecture constante et une relecture des littératures du trauma, que ce soit les littératures des camps, les littératures des génocides ou des traumas en général. Et je m'aperçois que quand dans mon quotidien, je me sens comme si je me sens me perdre, comme si je perdais cette sorte de sentiment de vérité intérieure ou de justesse. C'est généralement vers cette littérature-là que je me tourne, parce qu'il me semble que c'est là que j'ai l'impression de sentir une sorte de socle qui ne ment pas. Et c'est cette sorte d'absence de mensonge, quelque chose qui serait, ou moins l'absence du mensonge que quelque chose de solide, une des seules choses de vrai qui serait le trou, qui serait ce qui se refuse, ce qui éteint le langage, et en même temps peut-être ce qui permet de lui redonner vie. Les poèmes de Sainte Thérèse de Lisieux ont été mis en musique. Est-ce que ces œuvres musicales ont joué un rôle dans votre processus d'écriture littéraire, sinon dans le rythme même de vos phrases? Alors, pas du tout. Pas du tout. Il y a chez Thérèse, bon, on peut avoir un rapport ambivalent à l'œuvre littéraire de Thérèse. Faut pas oublier que c'est quelqu'un elle est morte très jeune et elle était dans un. Alors là, je n'ai pas toujours le problème, disons, mais c'est surtout quelqu'un qui est resté dans un univers. Moins l'univers du Carmel qu'un univers sororal extrêmement prégnant, extrêmement contraignant. Et on ne peut que s'interroger sur ce qu'elle serait devenue si elle avait le projet de partir du Carmel de Lisieux, ce qu'elle serait devenue, quelle maîtresse spirituelle serait devenue si elle était partie de l'influence de sa famille, puisqu'il y avait 3 de ses sœurs qui étaient au Carmel, avec elle, sœur aînée, et une cousine. Donc, ce qui fait qu'une grande partie de la production littéraire de Thérèse est très marquée par une prose d'époque assez sulpicienne, dont on s'est beaucoup moqué aussi. Moi, je dois dire que parfois je suis agacé par sa prose, sauf quand elle parle au fond, quand elle parle de l'absence intérieure, quand elle parle de la mort, elle n'en parle jamais tout à fait, mais en tout cas de l'absence, du doute, de l'effacement, de l'aimer. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Même si je ne peux pas la lire avec dérision, parce que j'ai trop d'empathie, je crois, pour elle. Et j'ai presque de la tristesse qu'elle soit morte si jeune, de sorte qu'on ne puisse pas voir où elle aurait pu aller. Hein. Quand on voit le parcours elle était proche en fait de Jean de la Croix, mais quand on voit le parcours de Jean de la Croix ou Thérèse d'Avila et ce qu'ils ont pu produire comme œuvre littéraire sur les années, on voit aussi là leur évolution. Et donc
voilà, on ne peut que regretter, c'est comme ça. Mais donc, pour répondre à votre question, sa poésie est pas ce que je préfère dans dans l'écriture, dans l'œuvre de Thérèse. Et les chants enfin, les poèmes qui ont été mis en musique n'ont pas beaucoup compté. Voilà, c'est la fin de notre émission. Un très grand merci pour votre présence aujourd'hui avec nous, Patrick Autréau. C'est une grande joie de discuter avec vous et notre étudiante de votre texte, La Sainte de la Famille. Lors d'une prochaine émission, nous aurons le plaisir de nous entretenir avec Laure Coromine, qui viendra nous parler de son roman paru aux éditions Gallimard, Miss Atomique, une œuvre qui se penche sur les essais nucléaires pratiqués aux États-Unis dans les années 1950. En attendant cette prochaine rencontre, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à regarder nos précédents entretiens sur le site de la Villa Albertine, le site des services culturels de l'ambassade de France aux États-Unis. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec French Press.